Et puis, dans la dernière partie de l'émission, on parlera du ciné-concert symphonique Delon, le dernier samouraï. Et c'est pour cela que vous êtes là, puisque vous êtes partie prenante. En quelque sorte, oui. À travers un inédit, un texte inédit qu'Alain a dit sur une musique de Franz Liszt, qui était une série d'enregistrements qu'on avait commencé, qui à l'origine s'appelait Delon joue ses classiques. Et je vais vous raconter tout ça, c'était plutôt un voyage intéressant. Bon, on en parlera évidemment tout à l'heure, mais bon, la mort, comme c'est un sujet universel, vous écoutiez Brigitte. Je suis assez d'accord avec Brigitte. Je pense que l'enveloppe corporelle s'en va, mais que l'enveloppe spirituelle reste. Bon, vous avez le sentiment, vous, d'être accompagné oui, depuis toujours. toujours. Tous les auteurs vous le diront. Les auteurs n'écrivent pas seuls. Vous avez écrit sur la mort ? Main droite et main gauche. Assez peu, mais je l'ai fait. Si. Forcément, sur 2500 chansons, il y en a forcément qui parlent de la mort ou qui l'évoquent, ou bien sûr que oui, mais je suis, par rapport à ça, j'écoutais attentivement Brigitte, je suis assez d'accord avec elle. Puis je pense que c'est pas si grave que ça non plus. C'est grave pour ceux qui restent. Non, c'est pas si grave. Ça dépend pour qui. Non, il y a un autre truc. Non, pour ceux qui restent, forcément, pour nos enfants, nos familles, nos machins, évidemment. Mais je pense que c'est une autre façon de vivre, mourir. Bon, vous avez vu les chansons les plus diffusées lors des cérémonies d'obsèques ? Non, j'ai entendu juste mon vieux Jean-Jacques Goldman, Puisque tu pars. Ouais. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, Puisque tu pars, qui est sublime. Et puis il y a Encore un soir, j'aime beaucoup celle de. Je l'adore aussi, celle-là, toujours de Jean-Jacques Goldman. C'est Jean-Jacques Goldman, Encore un soir, oui, absolument. Qui est une des dernières. Ah, mais je l'adore, celle-là. Ouais, elle est formidable. En fait, ce qui est toujours dur dans une chanson, c'est quand tu arrives à avoir du souffle, comme ça, du lyrisme, quelque chose qui te prend aux tripes. L'émotion. Oui. C'est-à-dire, faut envoyer un truc, c'est pas long une chanson, c'est 3 minutes 30 pour envoyer l'émotion. Bon, Brigitte est là. Brigitte, bonjour. Brigitte, je la remercie parce qu'elle va repartir donc dans sa voiture. Et maintenant, c'est Christelle qui va être avec nous. Christelle, bonjour. Vous habitez en Maine-et-Loire ? Oui, bonjour Pascal. Oui, bonjour. C'est ça, en Maine-et-Loire, près d'Angers. Près d'Angers, est-ce que vous êtes allé ça, c'est le pays de Monsieur Barbelivier. Est-ce que vous êtes allé fleurir une tombe ces dernières minutes ? Pas du tout. Ah, pourquoi ? Vous n'aimez pas ? Alors pour moi, j'ai pas forcément besoin d'aller au cimetière, là où reposent mes grands-parents en l'occurrence, pour Demandez-lui penser à son eux, métier, en fait. Pascal. Quel métier faites-vous, Christelle ? Alors je suis conseillère funéraire et maître de cérémonie. Ah, donc effectivement, vous avez une proximité avec la mort quasiment quotidienne. C'est ça, au travail, tout à fait, ouais. Depuis combien de temps vous faites ça ? Alors c'est une reconversion assez récente, puisque ça fait 2 ans et demi. Donc c'est évidemment c'est un métier très particulier parce qu'il y a une charge émotionnelle très forte, mais qui donne un sens à tout cela. Mais lorsque vous voyez tous les deuils ne se ressemblent pas. Le deuil d'une personne âgée en fin de parcours, si j'ose dire, n'est pas la même chose qu'un enfant de 15 ans, 17 ans ou 19 ans qui a eu un accident, et sans doute avez-vous rencontré ces deuils-là qui sont les plus terribles. Tout à fait. Très récemment, j'ai accompagné une famille en fait pour un jeune de 15 ans. C'est très récent parce que ça date de la semaine dernière. Et effectivement, c'est différent. C'est complètement différent parce que même si on est dans le respect de chaque dossier, même d'une dame ou d'un monsieur de 90 ans, on se dit, nous, on a un rapport avec la mort qui est peut-être un petit peu plus abouti que certains, et c'est une finalité, ça fait partie aussi de la vie. Et quand c'est dans l'ordre des choses, c'est plus acceptable, forcément. Comment les gens viennent-ils vous voir ? Alors, soit ils nous appellent en nous annonçant le décès d'un proche et on convient d'un rendez-vous, soit ils poussent tout simplement la porte de l'agence en nous annonçant le décès directement. Et alors, qu'est-ce que vous leur proposez dans ces cas-là ? Eh bien, on se charge de l'organisation complète des obsèques de A à Z, l'accompagnement dans les démarches et l'organisation de tout, du convoi, de la cérémonie. C'est-à-dire que vous pouvez trouver l'église qui convient, c'est vous qui allez faire toutes ces démarches, si tant est qu'il soit catholique, bien sûr, ou aujourd'hui trouver un monsieur loyal qui soit... Alors c'est moi du coup le monsieur loyal en l'occurrence, puisque c'est le rôle du maître de cérémonie, puisqu'on peut officier à la place d'un officiant religieux, et du coup orchestrer cette cérémonie. Le civil se développe énormément.
puisque c'est vrai que nous, on a aussi un rôle de devoir d'information auprès des familles. Vous n'êtes plus obligé de partir sur de la même façon que tout le monde, en fait, si ça vous correspond pas. Avant, c'est vrai que le schéma église-cimetière, c'était pour tout le monde, quoi. J'ai en mémoire une très belle cérémonie. Je ne sais pas si Didier était là d'ailleurs ce jour-là, lorsque Gérard Leclerc est décédé. C'était effectivement une cérémonie laïque. Et j'avais trouvé dans la cour de la maison. Dans la cour de la maison avec Julie qui a longtemps travaillé dans cette maison. C'est la première fois, je crois, que j'assistais à une cérémonie laïque et j'avais trouvé ça vraiment très émouvant, très réussi. Moi aussi très émouvant et à la fois triste, enfin 2 fois triste, parce que on peut pas transférer sa peine sur une croyance. Ils étaient athées et ouais. Et dans ces moments-là, enfin, pas que dans ces moments-là, mais c'est vrai que la religion est un secours. Alors, est-ce que c'est un secours, motivé ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas vrai ? J'en sais rien, peu importe. La personne qui est endeuillée peut toujours se pencher en priant. Eux, ils priaient, sûrement le regret de Gérard, je ne sais pas vers quoi il se tournait. Et puis lui rendait hommage. C'est-à-dire qu'il y avait ce qui était très touchant d'ailleurs, et on voyait cette famille, comment elle avait évolué. On voyait des photos de Gérard Leclerc devant tous les endroits du monde, les pyramides à New York avec ses enfants. Beaucoup de photos, effectivement, qui n'existent pas dans une église. Il y avait une sorte de mise en scène de la vie. Ce que je peux parfois reprocher au rite catholique, c'est qu'on ne parle pas assez de celui qui vient de mourir. Il y a évidemment beaucoup de prières, et c'est normal dans ce moment-là. Et ce que j'avais aimé dans cette cérémonie, c'est combien on parlait de celui qui était mort. Il y avait des témoignages, ses enfants, des amis, des photos, Et ça, je trouve que c'est assez émouvant de rendre hommage à celui qui. Oui, on en parlait de manière très concrète, alors que souvent dans l'église, tu vas aller vers la maison du Père et tout ça. Voilà. Il est 12h31. Bon, c'est un sujet grave, on peut en parler avec légèreté. A priori, nous sommes tous candidats. Et concernés. A priori, même si personne n'imagine qu'il va mourir, au fond. Pourtant aussi. En tout cas, tout le monde l'imagine sans l'imaginer, vous comprenez ce que je veux dire. Oui. C'est inconcevable. Paraît-il d'ailleurs que dans les rêves, nos rêves s'arrêtent toujours au moment où tu meurs. C'est une représentation qui est impossible. J'avais entendu un psychanalyste dire ça. Et Sacha Guitry disait, mourir c'est un manque de savoir-vivre. Oui. Elle est mignonne. Bien, il disait beaucoup de choses, je suis pas sûr que ce soit la meilleure celle-là, mais il est 12h32 et on va marquer une pause. Bon, vous êtes jeune évidemment, Olivier Guénec, donc pour vous, tout ça c'est loin la mort. Ouais, mais j'essaie de pas y penser, ça me terrifie quand même. Souvent les poètes, les humoristes, ils viennent de citer Sacha Guitry, Cossimon avait écrit... Jean-Roger Cossimon, ne chantez pas la mort. C'est un sujet maudit. Il avait eu cette phrase où il disait je la chantais dès lors, miracle des voyelles. Il semble que la mort soit la sœur de l'amour, la mort que l'on attend et l'amour qu'on appelle. Et si lui ne vient pas, elle viendra toujours. Ah, ça c'est a priori effectivement. Et puis vous pouvez aller dans les cimetières. Par exemple, j'ai appris que le Père Lachaise est le cimetière le plus visité au monde. Ouais. Et c'est vrai que moi j'ai souvent utilisé, si j'ose dire, le Père Lachaise comme un jardin public parce que c'était un endroit où j'aimais emmener mes enfants lorsqu'ils avaient 10 ans, 12 ans. Allait se balader. Il y a plus guette, comme endroit. Et il y avait quelqu'un, alors il est mort depuis, qui était sur la tombe de Gérard de Nerval, qui était là depuis des années, il était là tous les jours. Et puis alors au Père Lachaise, il y a Jim Morrison, il y a tout le monde. Pas tout le monde, mais il y a pas Dalida, par exemple. Dalida est à Montmartre. Mais il y a Yves Montand, il y a Simone Signoret au Père Lachaise, il y a Molière. Alors on dit que c'est Molière, je suis pas sûr que ce soit Molière, mais voilà. Il est 12h33 tout de suite. Europe 1, le journal permanent. Il est 12h36 avec Mickaël Dorian. Toute l'actualité, on est très en retard. En Normandie, 3 personnes sont mortes dans un accident au niveau d'un péage. Ce matin, un véhicule qui circulait sur la 13 en direction de Paris s'est encastré dans un plot en béton situé à l'entrée du péage de Bouville. 24 sapeurs-pompiers sont mobilisés sur les lieux du drame. Les recherches se poursuivent en Espagne pour tenter de retrouver les dizaines de disparus, tandis que l'aide aux sinistrés s'organise. La ministre espagnole de la Défense a annoncé l'arrivée de 500 soldats supplémentaires en renfort des 1200 déjà présents. Les inondations qui ont ravagé la région de Valence ont fait 158 morts selon un dernier
bilan toujours provisoire. Pour Sébastien Chenu, le combat contre les stupéfiants doit être mené auprès des consommateurs. Le vice-président du Rassemblement national était l'invité de la grande interview ce matin sur Europe 1 et CNews. Il estime qu'il faut en finir avec ce qu'il analyse comme une certaine bienveillance vis-à-vis de la consommation de drogue. Le narcotrafic à l'origine justement d'une gigantesque rixe survenue la nuit dernière à Poitiers. Plusieurs centaines de personnes seraient impliquées. C'est une fusillade survenue dans un restaurant qui a tout déclenché. Fusillade qui a fait 5 blessés, dont un jeune de 15 ans en urgence absolue. Au Proche-Orient, les négociations de cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah progressent. C'est ce qu'a indiqué le secrétaire d'État américain Anthony Blinken lors d'une conférence de presse. Hier, 4 ressortissants thaïlandais ont été tués en Israël par une roquette tirée depuis le Liban. L'armée israélienne, de son côté, poursuit ses opérations contre le Hezbollah. La hausse du SMIC en France avec 2 mois d'avance cette année, il passe à 1426,30 €, soit 2% de plus. Les retraites complémentaires du privé augmentent elles aussi d'1,6%. On note également en ce 1er novembre la baisse du prix du gaz ainsi que le début de la trêve hivernale. Et puis en ce 1er novembre, c'est aussi le coup d'envoi du mois sans tabac, un exercice difficile pour les 12 millions de fumeurs que compte la France. Difficile mais nécessaire pour être en meilleure santé selon le Comité national contre le tabagisme. Arrêter de fumer avant 40 ans peut faire gagner jusqu'à 9 ans d'espérance de vie. Absolument pas, jamais. Mais les jeunes ne fument plus. Hein. Vous fumez, Géraldine? Non, vous êtes jeune. Géraldine fume pas mal, mais il faut pas le dire à ses parents. Non. Mais elle nous écoute, Colette. C'est vrai, elle nous écoute, Colette. Mais vous fumez en cachette, vous n'osez pas le dire à vos parents. Mais c'est vrai que, alors, nous qui sommes des enfants des années 70, nos parents, un dîner en 75 chez mes parents, tout le monde fumait. Mon père dans la voiture et moi derrière. Femme comprise. Mais mon papa, il fumait. On n'avait pas de 404, nous, monsieur. C'était des plus petites voitures. On n'avait pas les moyens, nous. La 404, c'était pas une voiture de milliardaire. Hein, c'était une voiture de bourgeois, la 404. Nous, c'était la Mi 8 ou la Mi 6. La DS Palace, c'était une voiture de bourge. Bon, qui fume? Monsieur Tessier, vous fumez? Absolument pas. Monsieur Lafitte, vous fumez? Pas du tout. Et monsieur Guénec, vous fumez? Ah non, monsieur, jamais. Regardez, c'est extraordinaire. Et monsieur Alexandre Omar? Ah non. Vous vous rendez compte? Personne ne fume, il n'y a que vous qui fumez. Ah, et vous aussi, un petit peu, on fume pas des cigarettes. Non. Non, mais précisez. Des cigares. Pas des cigares de temps en temps, si on nous l'offre. Oui, voilà. Mais pas que les gens pensent que vous fumez des pétards, quoi. Non, je n'ai jamais fumé un pétard de ma vie et j'ai jamais pris un gramme. Et ne me crachez pas dessus. Je veux dire, on a été gentils avec vous. Non, mais vous demandez un truc. Parce que vous nous crachez dessus. Non, je vous crache pas dessus. Il faut bien illustrer le sujet. On est en amis. Il faut bien illustrer le sujet. Il a failli tout prendre. Je tousse. Bon. Je suis hypochondriaque en plus. Alors tonton, pourquoi tu tousses? J'ai pas pris un gramme de cocaïne. Alors tout le monde dans vos milieux dans les années 70 devait de temps en temps faire des écarts de ce type. Il y en avait plus. Il y en avait, mais pas tant que ça. Non. Bon, vous êtes là, Didier. Oui. Et je vous remercie. Parce que vous êtes pour le ciné-concert Delon, le dernier samouraï. Oui. C'est vendredi 8 novembre, c'est le jour anniversaire d'Alain Delon. Ça sera au Palais des Congrès de Paris et il y aura les plus grandes musiques de films d'Alain Delon. Alors ça c'est le clan. Ça c'est formidable. Ça. Ennio Morricone. Quel génie. Vous avez vu C'est un génie, non, Morricone. Est-ce que vous avez vu le documentaire sur Ennio Morricone? Mais c'est pas que je l'ai vu 5 fois, Pascal Praud. Je connais par cœur. Il explique même la ligne de basse, comment il compose le clan des Siciliens. Et au début, la première fois que j'ai vu le documentaire, je me suis dit, il raconte n'importe quoi. L'âge fait que les vieux compositeurs disent n'importe quoi. Quand j'ai fini de regarder, je suis allé au piano et j'ai joué ce que Morricone disait dans le truc, c'est la vérité. Alors cette musique-là, je l'aime beaucoup, c'est la musique de 2 hommes dans la ville. Je ne sais pas de qui elle est d'ailleurs. Mais elle est très réussie. Vous vouliez... C'est François de Roubaix ou Philippe Sard, sûrement. Pas Philippe Sard, je crois. Mais on va vérifier. Géraldine, vous vouliez dire quelque chose? Oui, exactement. C'est en partenariat avec Europe 1. Ah, le spectacle? Oui, exactement. Très bien. Vous allez nous faire découvrir également en version symphonique la chanson écrite et enregistrée par Alain Delon à Cannes. En tout cas, qui raconte le festival, Cannes, qui raconte Cannes, la ville de Cannes. Mais est-ce que ça, on peut l'écouter ou ça sera en exclusivité le soir? Non, vous pouvez l'écouter. Eh bien, nous l'écoutons. Elle sera sur les plateformes, je pense, la semaine prochaine. Fabrice, allons-y. Il pleut sur Paris, et moi, je me souviens de Cannes.
La ville lumière. Petit déjeuner sur la terrasse du Carlton, les croissants chauds, ensoleillés, quelques starlettes de ci, de là. Cannes. Alors cette chanson a une histoire, et cette histoire, je voudrais que vous la racontiez. L'histoire, c'était à l'origine de faire tout un album qui allait s'appeler Delon joue ses classiques. Et pour ce faire, je devais en prose, en texte comme un dialogue, c'est ce qu'on entend là en ce moment, écrire non pas la biographie d'Alain, mais des choses qui lui tenaient à cœur. Et on avait donc commencé le rewriting de sa vie à travers ces chansons-là, dont celle-là, qui miraculeusement a été préservée, Cannes. Et ça, c'est un enregistrement qui date de quand? Une quinzaine d'années, je pense. Ouais, un peu moins, 15 ans, 13 ans, 14 ans. Peut-être Tony Medjorin, qui l'a réalisé, me dirait la date exacte. Il me le dira vendredi. Et vous étiez là dans la prise de son? Ah ben, plus que là, puisque c'est moi qui écris le texte. Mais vous étiez présent quand il l'a enregistré? Ah oui, bien sûr. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir combien de prises, combien de fois? Ah bah, je vais vous raconter ça, c'est merveilleux, parce que franchement, ça reste un de mes souvenirs professionnels les plus bluffants pour moi. Et puis le souvenir personnel aussi, parce que moi je connaissais Alain Delon déjà depuis un moment, mais j'avais jamais eu à la voir en tant que, entre guillemets, client derrière un micro. Et là il m'a impressionné parce que, comment dire, au début je lui donne le texte, je lui montre la métrique à peu près, et je lui dis, c'est pas facile Alain, hein, tu vas en baver. T'inquiète pas. Et il part à Douchy avec les paroles, la musique. Et un matin, il m'appelle, il me dit « Je suis prêt. Je veux bien enregistrer. » Comme c'était mon studio, c'est open bar, je lui dis « Tu veux quand ?» Il me dit « Cet après-midi. » Je dis pas cet après-midi. Mais dans ma tête, je me dis, je préviens l'ingénieur, Tony Medjorin, je lui dis « Tony, on y va, mais on va ramer un peu, hein, il va enregistrer cet après-midi. Prévois que si t'as un dîner, annule-le, hein, parce qu'on va rester un moment. » Et en fait, pas du tout. Il est venu, il avait même pas le texte à la main. Il a mis le casque. Il a fait un petit réglage, appelé les pompiers, tu sais, comme on fait dans le micro, le temps qu'on règle le son de sa voix. Et il a commencé à nous jouer, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, à nous jouer Cannes, la ville du cinéma. Il fait une prise. Je la trouve très bien, mais par souci de sécurité et de toute façon par superstition, on fait toujours faire 2 ou 3 prises. Et il nous fait une deuxième. Franchement, aussi bien, il a peut-être accroché sur un mot, machin, mais ça c'est rien, on aurait refait au montage. Et une troisième, du même tonneau. Et à un moment, je me suis tourné vers Tony, j'ai dit, bon ben, on arrête, hein, on le fait venir. Alors on appuie sur le bouton d'ordre, on lui dit, Alain, tu peux venir. Et il rentre dans le studio, tu vois, comme tu peux l'imaginer, il se passe la main dans les cheveux, il s'assoit, il a l'œil qui pétille un peu, il me dit, alors ? J'ai dit, alors, je sais pas comment t'as fait, mais c'est pratiquement parfait, quoi, ce que t'as fait. Il me regarde, il me fait, j'ai beaucoup bossé. Écoutons, parce que, alors, c'est pas facile, ça? Techniquement. Non, c'est pas facile, et alors, il était, comment dire, je voyais au fur et à mesure de nos entretiens, l'entêtement qu'il avait à vouloir faire ça. Et parce qu'on chante pas, faut mettre ses mots sur la musique de Litz. Écoutons et techniquement, dites-nous pourquoi c'est si difficile. Écoutons quand une dizaine de secondes, Fabrice. Il pleut sur Paris, et moi je me souviens de Cannes. Ah oui. La ville du cinéma. Le débit. Sinon, tu colles tout, hein, tu prends, tu lis l'annuaire. Il attend. Petit déjeuner sur la terrasse du Carlton. Les croissants chauds ensoleillés. Quelques starlettes de ci, de là. Il rythme avec la musique du piano. La ville du cinéma. Moi, je trouve ça formidable. Bah oui, parce que franchement, je trouve que c'est un côté confidentiel. Oui, quoi, Delon, c'est là que tu vois. Bah, alors, c'est pour ça que c'est une star mondiale. Bah oui, et mais puis la surtout, voix, le charisme. Et puis ce qu'il dit. Parce que ce qu'il dit, c'est vraiment ce qu'il voulait dire, quoi.
Moi, je n'étais que le scribe de ce qu'il me racontait. Vous étiez une porte, comme Fabrice Lafitte. Ouais. Il a dit qu'il était une porte. Une porte. Je sais pourquoi il dit qu'il est une porte, les esprits lui parlent. Donc il dit qu'il est une porte. Ah oui. Et il en prend souvent, il en prend dès le matin. Il nous écoute, la Fabrice Lafitte. Non, il est concentré sur le grand débrief de Laurent Tessier. Oui, il est en train de faire rose et bleu. Bon, donc ça sera. Il reste des places. C'est au Palais des Congrès. Ouais, j'espère qu'il reste des places. Il y aura Patricia Cass également qui chantera la chanson qu'elle avait créée pour Delon, Je te dis vous. Patricia Cass, pour qui vous avez beaucoup écrit. J'ai l'impression qu'elle n'est plus sur scène aujourd'hui, généralement les chanteurs font des tours de chant. Elle a quand même quelques titres que vous lui avez écrits d'ailleurs. Comme disait Orlando, le frère de Dalida, mais chérie, elle est chez elle. Je suis d'accord avec vous, mais pourquoi elle n'est jamais sur scène? Ah, ça, je ne sais pas, vous lui demanderez. Et vous avez écrit pour elle d'Allemagne, qui est une des plus jolies chansons que vous avez écrites. C'est vrai, ça je l'aime beaucoup, d'Allemagne. Je suis d'accord, d'Allemagne, le romantisme est plus violent. Patricia Cass qui fera partie des jurys de The Voice, qu'on verra à la télé. Exactement, mais elle chantera la chanson qu'elle avait créée pour Delon, Je te dis vous. Donc on va la revoir sur scène. On n'attend pas l'autre, mes enfants. Et Daniel Guichard viendra chanter Mon Vieux. Ah, ça je le savais. La chanson préférée de Delon. Ouais. Dans son vieux par-dessus râpé, s'en allait l'hiver. Moi j'adore Daniel. Mais moi évidemment, moi j'adore. Il y a 2 ou 3 chansons. Je viens pas te parler d'amour, elle est formidable. Votre serviteur. C'est vous qui avez écrit ça? Oui, jeune homme. C'était la graine qu'il allait. Je viens pas te parler d'amour. C'est pas mon truc à moi. Mais Pascal, il découvre tout le temps des trucs. C'est incroyable. C'est ça qui est sympa. Ça fait 15-20 ans que je le connais. Et il découvre. Vous avez écrit des milliers de chansons. Mais non, celle-là, on n'en a jamais parlé ensemble. Mais non, c'est vrai. Puis Guichard, c'est un mec discret. C'est un type. Vous connaissez cette chanson? On peut l'écouter. Je viens pas te parler d'amour. C'est pas mon truc à moi. Les grands mots et les beaux discours, tu sais, j'ai jamais su faire ça. Qu'est-ce qui se passe? Ça va être l'heure du grand débrief dans quelques minutes. J'adore Daniel Guichard parce que les trucs sont écrits proches de la parole, de la vraie vie. C'est le principe de composer des chansons. Il est 12h40. Non, pas forcément. Non, j'aurais pu me passer de cette phrase. Il est 12h49. Allez, le grand débrief. Et Didier qu'on retrouve dimanche, bien sûr, 17h-18h. Dis-moi c'est qui que dimanche? tu chantes. Eh ben, c'est Laurent Mariotte. Laurent Mariotte, exactement. Je me pose la question, non mais parce que... Ça vous a marqué? Non mais oui, parce que... on est passé de l'interview des chansons aux recettes de cuisine très très vite. Parce que moi ça m'intéresse la cuisine. Eh bien écoutez dimanche de 17h à 18h sur Europe 1.